Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le Doogee DG850. Alors qu'est-ce que c'est? Oh, ça se voit tout de suite, je crois. C'est une copie conforme, disons, du Xiaomi Mi 4. Alors, bon, pourquoi ça me dérange pas pour une fois de faire une vidéo sur une copie? Tout simplement parce que c'est un produit qui lui-même, le Xiaomi Mi 4, s'inspire tellement fortement de téléphones concurrents que bon, disons que c'est de bonne guerre. Donc alors ce téléphone là c'est quoi? Alors c'est tout simplement un téléphone qui a 16 Go de ROM, qui a attendez, regardons derrière, je crois que c'est marqué, oui c'est marqué. Nous avons un écran 5 pouces HD 720p de type IPS, donc avec une très très bonne visibilité, de type OGS, par la façon qu'il est collé, on va dire, sur la partie tactile, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le fait que ce soit de cette manière-là fait qu'il y a une très 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 faible épaisseur entre la partie tactile et l'écran lui-même. Du coup on a l'impression que les deux sont exactement la même chose. En gros on voit pas que l'écran est plus enfoncé dans le téléphone que là où se trouve la vitre. Enfin bon bref, voilà, bon on s'en fiche un petit peu. Donc disons, qu'est-ce que c'est, disons là-dedans? Oui, alors le processeur c'est un quad-core 1,3 GHz, donc c'est tout simplement le Mediatek MT6582. Alors ce processeur qui est disons le concurrent des Snapdragon 400 que l'on peut trouver par exemple dans le Motorola Moto G, c'est pratiquement le même processeur. Sincèrement, les deux sont des Cortex A7. Celui-là est à 1,3 GHz pendant que celui-là de chez Qualcomm est à 1,2 GHz. Au niveau du GPU, c'est à peu près les mêmes performances. Enfin, en gros, c'est le concurrent direct de ce processeur. Au niveau du système d'exploitation, c'est Android 4.4.2, donc un truc vachement récent. Pas 4.4.4 par contre, et pas .4. Pourquoi pas 4.4.4? Bah tout simplement parce que cette version-là n'a plus l'espèce de petit truc qui permet par exemple de ne pas autoriser certaines choses à diverses applications, etc. Et visiblement en Chine, ils aiment bien cette fonction-là, alors ils ont pas envie de passer à 4.4.3 et 4.4.4. Bon, en même temps, faut dire qu'il n'y a aucune différence pratiquement entre 4.4.2 et 4.4.4. Donc nous avons le WCDMA 900 et 2100. Si c'est vraiment le WCDMA 900 de chez nous, ça veut dire qu'il fait même la 3G de la campagne, c'est-à-dire la 3G qui marche super mal quand on capte pas grand-chose, sauf si on est chez SFR et Bouygues, à la limite ça peut servir cette norme 900. Donc voilà, au niveau de la mémoire, nous avons 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, comme je vous l'ai déjà dit. Au niveau de la caméra, ils disent 13 mégapixels à l'arrière et 8 mégapixels à l'avant. En réalité, nous sommes plutôt sur une 8 mégapixels, pas trop mauvaise d'ailleurs, de chez Sony, qui est à l'arrière, et une 2 mégapixels à l'avant, qui est pas non plus très mauvaise pour le prix. Donc voilà, maintenant nous avons plus qu'à ouvrir cette chose-là. Alors, pof, on ouvre. Donc voilà, c'est tout simplement ce genre d'emballage habituel, bien entendu. Ici nous avons un petit quelque chose pour empêcher les rayures, je suppose, qui est ensuite suivi par une autre petit pochon pour empêcher les rayures, avec en dessous, là, encore une fois, un autre truc pour empêcher les rayures dessus, une sorte de protège-écran, voilà. Et en dessous de ce protège-écran, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un second protège-écran, un vrai protège-écran en plastique, vous savez, que vous pouvez utiliser tous les jours. Donc bon, il est très difficile à enlever parce qu'il est très très fin, mais enfin nous avons un autre protège-écran en dessous, donc la vitre n'est pas directement exposée. Et d'ailleurs, soit dit en passant, le téléphone est fourni avec une petite notice, certes en anglais, qui sert pas à grand chose si on connaît Android, et ici un autre protège-écran, au cas où ça suffise pas. Fourni aussi avec cette espèce de petite chose pour pouvoir enlever le rail de la carte SIM que nous allons voir immédiatement. Voilà, le rail de la carte SIM qui se trouve ici, car ce sont encore ce genre de téléphone où on ne peut pas enlever l'arrière. Ici nous avons un petit autocollant qui nous dit quelques trucs, mais qu'on va enlever. Et nous avons aussi un adaptateur pour faire passer une nano SIM en micro SIM, si je dis pas de bêtises. Donc c'est particulièrement pratique si on a envie tout simplement d'utiliser là-dedans autre chose, enfin un format un petit peu spécial que je préfère ne pas utiliser d'ailleurs parce qu'elles deviennent vraiment trop petites les cartes SIM. Enfin ce serait mieux d'ailleurs qu'il n'y en ait carrément plus du tout de cartes SIM avec la technologie d'aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire ça. Donc ici, qu'est-ce que nous avons ici? Bah tout simplement le même câble que ce que nous avons sur habituellement les Doogee et les Ligoo. Disons que Doogee c'est plutôt la marque plus ou moins contrefaçon de cette entreprise, et que Ligoo ce sont ceux qui essayent d'avoir des designs un peu plus originaux. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ici nous avons un kit main libre intra-auriculaire, le genre de truc que je déteste, et ici un vrai adaptateur secteur qui fonctionne dans nos prises sans aucun problème. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Le tout dans une espèce de mousse extrêmement épaisse là que nous avons en dessous, donc du coup logiquement, à part en dehors des chocs contre les accessoires, ça devrait être
plutôt bien protégé là-dedans. Alors vous avez vu aussi, je vous l'ai pas dit, mais nous avons aussi cette espèce de petite chose qui est donnée avec, une sorte de petite coque supplémentaire. Donc au niveau des protections, bon sang, ils ont été jusqu'au bout. D'ailleurs, en parlant de protection, ce téléphone est fait dans une matière plastique extrêmement dure à l'arrière, et tout le contour est dans un métal extrêmement épais et extrêmement rigide. Donc voilà, bon, en même temps, ça reprend le concept du Xiaomi Mi 4, au niveau de tout ça, c'est exactement comme c'est à l'origine. Nous avons ici deux boutons, volume, power. Ici nous avons un port micro USB. Ici nous avons un haut-parleur qui est génial parce que même si on le bouche avec ses doigts, enfin avec son pouce complètement, eh bien on entend le son, et en plus de ça, comme il est pas à l'arrière, même quand on le pose, on n'a absolument pas de problème de son étouffé. Ça c'est particulièrement étonnant, je m'attendais pas à ça. Ici nous avons un infrarouge, enfin un truc infrarouge qui permet d'utiliser son téléphone comme télécommande pour la télé, la chaîne IFI, ce genre de truc, comme une télécommande universelle, c'est plutôt pas mal. Alors ici nous avons donc un port, comment ça s'appelle, jack 3.5 mm, qui permet de brancher n'importe quel kit main libre. Encore une fois je vous l'ai dit, ici nous avons le micro USB, et ici un petit trou pour le micro, un appareil photo tout à fait honnête, un flash que j'ai pas encore testé, ici je vous l'ai déjà dit, mais ici nous avons ici une caméra frontale, le haut-parleur pour téléphoner, et un capteur optique qui permet de savoir la luminosité pour ajuster la luminosité de l'écran, et le capteur de proximité. Alors là, les trois boutons habituels d'Android, bien entendu, avec retour de ce côté-là, moi j'apprécie quand il est de ce côté-là, menu et home, voilà, et c'est parti pour l'allumer. Alors un petit quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'ici nous avons un petit pavé tactile qui permet logiquement de bouger, de scroller, ce genre de truc. Problème, j'ai pas réussi à le faire fonctionner, donc je sais pas si c'est parce qu'il faut attendre une mise à jour de firmware pour qu'il fonctionne, mais en tout cas pour l'instant il ne fonctionne pas. Alors bon, pourquoi pas, j'en sais rien. En tout cas, disons qu'il n'existe pas pour ce modèle de téléphone Doogee, c'est bizarre. Alors un truc que vous allez remarquer, c'est que nous avons pas de musique ridicule au démarrage du téléphone. Ça, c'est vraiment pas mal. Enfin, Doogee a pensé à ça, donc hop, on déverrouille. Alors c'est un téléphone qui est assez fluide. Alors bon, vous avez vu, il y a qu'un seul panel, et ils sont revenus à cette, disons, traditionnelle technique pour pouvoir faire en sorte de pouvoir avoir les icônes qu'on veut pas forcément utiliser dans un panel séparé du bureau. Donc du coup on met sur le bureau seulement ce dont on a besoin. Bon, voici la caméra qui fait un caméo mais qui visiblement ne devait pas s'ouvrir à l'origine. Donc nous avons les paramètres ici. Alors nous avons plusieurs trucs. Donc par exemple nous avons un truc pour prendre des captures d'écran si on fait ça logiquement, si je dis pas de bêtises, ouais c'est comme ça que ça fonctionne, qui s'active ou qui se désactive. Moi je vois pas vraiment l'intérêt parce que pour prendre une capture d'écran sur Android 4.0 et plus, il suffit de maintenir volume bas et power en même temps pendant un petit moment et hop ça fait une capture d'écran. Donc je sais pas trop à quoi sert cette fonction, mais pourquoi pas, ils sont amusés à ajouter ça. Nous avons un concurrent du NFC qui est là, le Bluetooth, le Wi-Fi, enfin voilà, nous avons à peu près tout ce qu'il faut. Bien entendu ce truc là fait aussi partage de connexion internet, bon comme tous les téléphones Android habituellement. Nous avons aussi bon tout ce qu'il faut dans Android. Nous avons le clavier Google. Attendez, où c'est que c'est le truc du clavier? Nous avons toutes les langues, notamment le français, bien entendu. Langue et saisie, voilà pour le clavier. Donc nous avons le clavier Google classique, ce qui est bien, mais pas le clavier Android, mais le clavier Google. Attention, donc celui-là qui se met à jour automatiquement par le Google Play Store s'il y a une nouvelle version qui sort. Donc ça c'est vraiment pas mal, j'apprécie le geste d'avoir mis ce truc là à la place d'autre chose. Alors dans les applications qui sont installées par défaut, nous en avons quelques-unes. Nous allons voir dans désactiver, nous avons un truc pour crypter je sais pas quoi que j'ai désactivé, et nous avons Go Keyboard aussi que j'ai désactivé. On peut pas les désinstaller, mais comme c'est Android 4.0 ou plus, là c'est Android 4.4 en l'occurrence, on peut désactiver les applications qu'on n'aime pas, genre par exemple celle-là, qui est le truc qui permet de se servir de ce téléphone comme d'une télécommande universelle. Si vous voulez vraiment pas vous en servir, vous pouvez cliquer sur désactiver pour faire en sorte que ce soit comme si le programme était désinstallé, même s'il n'est pas désinstallé. Donc ce qu'il y a d'installé par défaut, ce sont les trucs d'Android, plus 2-3 babioles comme Google Chrome, le clavier Google, Go Keyboard, le truc pour crypter je sais pas quoi qui est installé par défaut, un truc pour lire la FM, un truc qui s'appelle Document to Go pour pouvoir tout simplement lire des fichiers Excel, Word et compagnie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'installé par défaut? Gmail qui est installé par défaut, Google+, encore une fois Google+, si vous voulez pas vous en servir, vous cliquez dessus, vous cliquez sur désactiver, ok, voilà c'est bon, Google+ n'existe plus, vous êtes très content. Et nous avons un truc qui s'appelle Jolie prise de vue, qui est bizarre. C'est une application d'appareil photo alternative. Donc hop, on va revenir en arrière, on va voir ça. Donc voilà une application d'appareil photo alternative. Étonnant.
Je sais pas pourquoi. Il y a ça. En tout cas, l'appareil photo a l'air d'être très bon. On aura une confirmation plus tard dans la vidéo si c'est le cas ou pas. Très bon en tout cas pour le prix, c'est-à-dire moins de 150 €, bien moins de 150 € étant donné qu'on peut commencer à trouver ce téléphone à partir de 130, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Bon, les prix fluctuent avec le cours de l'euro et du dollar, donc je sais pas exactement à quel niveau ce sera quand la vidéo sera publiée. Donc ensuite, nous avons Touch Letters, je sais pas trop ce que c'est, pourquoi ils ont appelé ça comme ça en tout cas. Touch Letters, mais ici vous pouvez tout simplement activer l'option Smart Wake Up qui permet tout simplement de pouvoir, quand l'écran est éteint comme ça, de pouvoir dessiner des trucs pour ouvrir des programmes directement, ou de pouvoir faire une double tape par exemple pour pouvoir activer, déverrouiller le téléphone tout simplement, et vous pouvez donc activer ou désactiver chaque truc séparément, etc. Vous pouvez aussi choisir pour chaque lettre ce que vous pouvez mettre, et en cliquant sur More ici, vous pouvez choisir carrément le programme que vous voulez si c'est pas un programme par défaut. Donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez et personnaliser cette fonction comme vous le voulez. Ici vous avez Air Shuffle Settings. Alors cette chose-là, c'est le truc que je trouve complètement inutile et surtout inutilisable, qui fait que quand vous faites ça bon, ça marche pas, bon, c'est pas pourquoi. Enfin voilà, c'est un truc qui marche pas très bien, et c'est peut-être parce que je l'ai désactivé. Non, je l'avais activé, bon, bref. Un truc qui permet en gros de pouvoir passer d'un truc à l'autre, mais seulement dans le launcher, et la galerie, et musique, et quelques rares programmes qui sont notés dans l'application. Bref, c'est complètement inutile. Enfin, en tout cas, c'est une option qui mange pas de pain, étant donné que cette option, c'est tout simplement un truc qui réutilise le capteur de lumière pour pouvoir savoir si le truc passe du noir au blanc, etc. Donc bon, ça leur coûte rien d'ajouter cette fonction. Donc ici, nous avons le fameux truc dont je vous avais parlé pour pouvoir vous en servir comme télécommande universelle. Vous allez voir, c'est vraiment très très bête. Voilà, ça ouvre un truc. Alors vous avez juste à, comme ça, vous pouvez ajouter avec plus ce que vous voulez, un vidéoprojecteur, une télé, un système audio, peu importe, même un truc d'air conditionné, bon, pourquoi pas. Et ensuite, vous pouvez tout simplement, enfin, il vous permet de choisir pour retrouver quel est le bon truc, et bien tout simplement la machine que vous avez envie de faire fonctionner avec. Donc voilà, vous avez un petit bouton, vous avez un petit bouton ici pour passer d'étendu à basique, et on peut aussi y aller comme ça en scrollant, mais ça marche pas super le fait d'y aller en scrollant. Donc bon, c'est pas grave. Enfin bref, ça marche pas super, c'est pas à cause de l'écran tactile, c'est tout simplement parce que l'application est pas forcément super bien foutue. À ce niveau-là, vaut mieux utiliser ce petit bouton qui se trouve ici. Sinon ici nous avons tout simplement quelques boutons classiques pour une télécommande, notamment le truc pour naviguer dans les menus d'une télé par exemple, le truc pour mettre sur mute ou enlever mute, choisir une chaîne, etc. Et là vous avez tout simplement les numéros pour taper une chaîne directement. Enfin bref, en tout cas ça fonctionne plutôt bien, et je trouve ça assez génial. Ça a repéré ma télé et ça m'a permis de la configurer très facilement, et sincèrement, vu que j'ai quelques petits trucs qui n'ont plus de télécommande parce que la télécommande est ou perdue ou je ne l'ai jamais eue, eh bien, ça risque d'être plutôt utile comme petite fonction, et c'est bien de voir ça apparaître sur certains téléphones comme ça, même des téléphones vraiment pas chers du tout. Donc pourquoi pas. Sinon au niveau de la ROM, il y a beaucoup de place, 4 Go pour installer des applications, et le reste, je crois que c'est 10 Go pour mettre vos données personnelles dedans, et le reste c'est tout simplement le système d'exploitation qui prend la place restante. Et sincèrement, franchement, ça fait de la place, et je pense pas qu'on risque d'avoir beaucoup de problèmes avec ça. Donc voilà, maintenant je vais vous retrouver un peu plus tard dans cette vidéo, mais dans une semaine, dans le courant réel des choses, pour pouvoir vous dire ce qu'il en est au niveau de ce téléphone à plus ou moins long terme. Et me revoilà après bien plus de temps que je l'aurais cru sur ce téléphone. Alors il y a beaucoup à dire. Déjà la première chose, c'est que franchement, vu que c'était Doogee, vu que c'est une marque qui est assez reconnue tout de même, etc., je me disais, bon, on va laisser passer une contrefaçon, vu que c'est pas forcément une contrefaçon qui fait de mal à grand monde, étant donné le sujet qui a été contrefait. Mais là je me dis non, là franchement, j'ai abusé en disant ça dans la première partie de la vidéo, parce que je sais pas ce que j'avais en tête. Je pensais que ça allait être enfin une bonne contrefaçon, et au final, mais c'est horrible, ce truc est bourré de problèmes. Alors, pour commencer par le pire problème, le truc le plus honteux, c'est le Wi-Fi. Le Wi-Fi est monstrueux. Là, comme d'habitude, je suis toujours à même pas 2 pas de ma borne Wi-Fi, et je n'ai que 2 barres. Que 2 barres. Imaginez, dès que j'arrive à 5 mètres de la borne Wi-Fi, là je suis à genre 2 mètres et demi, je capte pratiquement plus rien. Et là où le problème est encore
pire que s'ils avaient rien fait de spécial, c'est que le truc ne se déconnecte pas automatiquement, il reste crocheté au Wi-Fi malgré qu'il n'y arrive pas à le faire fonctionner, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne bascule pas automatiquement sur la 3G dès qu'il capte plus, parce que je suis pas assez loin, mais je suis déjà trop loin pour que ça capte comme il faut, mais je suis pas assez loin pour que ça décroche. Donc c'est vraiment ridicule. Franchement, ce téléphone n'a aucune sécurité sur ce truc-là, et c'est vraiment nullissime. Sincèrement, ça rend la fonction Wi-Fi complètement inutilisable, notamment parce qu'elle n'a pas assez de portée. Et bien du coup on se retrouve comme ça avec un téléphone qui reçoit plus les emails automatiquement, ce genre de truc. C'est vraiment nul. Il a aussi une fâcheuse tendance à faire, quand vous téléphonez pendant une longue période de temps, à faire en sorte que les appels soient coupés, etc. Très bête, et c'est vraiment très dommage parce que ce téléphone a quand même, il a pas une configuration très incroyable par rapport à son prix, franchement 130 €, il a la configuration d'un téléphone à 80 maintenant, pratiquement à 88, un truc comme ça maximum, mais voilà, il est fait en métal, etc., donc ça peut peut-être à la limite justifier le prix, mais non, ça justifie pas du tout le prix parce que ce téléphone fait son iPhone 4 en gros et il capte rien, les antennes internes sont complètement, je sais pas, parasitées peut-être par la bordure en métal, si c'est comme pour l'iPhone 4, ou un truc du genre, enfin, en tout cas, c'est n'importe quoi, c'est vraiment dommage d'avoir un téléphone où on voit bien qu'il y a eu un petit peu d'effort qui a été fait dessus, mais que, voilà, au final, ça sert à rien si on teste même pas si le Wi-Fi fonctionne ou non. Et il y a d'autres problèmes avec ça, il y a aussi l'autonomie. Alors, l'autonomie, c'est vraiment mauvais pour un téléphone à ce prix-là. C'est vraiment mauvais, quoi. En gros, on a 6 à 8 heures en appel, un truc habituellement que je ne calcule même plus sur les téléphones quand je vois que leur autonomie est vraiment très grande en appel. Mais là, voilà, on est quand même à un niveau tangible d'utilisation de batterie. On est à 4 heures, 3 heures et demie en utilisation normale, ce qui est pas très bon, et 3 heures en jeu, franchement, c'est vraiment pas terrible. On a des téléphones qui coûtent moins de 100 €, qui ont 1 heure de plus dans chaque catégorie, c'est vraiment, ou plus encore. Donc sincèrement, c'est vraiment bête, c'est vraiment bidon à ce niveau-là. En veille, on a à peu près 1 jour et demi, ou un truc du genre, avec l'utilisation que je fais, et un truc que j'ai remarqué, c'est que le téléphone, la jauge de la batterie fait un peu n'importe quoi, c'est-à-dire que si votre téléphone est en veille depuis 2 jours, par exemple, il peut parfois, même assez souvent, écrire 40%, et là, d'un coup, paf, ça coupe, et vous êtes obligé de le recharger, et ça coupe brutalement, sans faire l'arrêt d'urgence ou ce genre de truc. Non, ça coupe complètement. Et impossible de le rallumer, il est vraiment complètement à plat, alors qu'il marquait 30% ou 40% ou un truc du genre. Ça m'est arrivé plusieurs fois en plus, donc c'est pas un problème de calibrage de la batterie ou ce genre de truc. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça, sincèrement, c'est vraiment bizarre, et puis ça le fait pas si on utilise beaucoup le téléphone dans la journée. C'est-à-dire que si on recharge tous les soirs, j'ai pas l'impression que ça fasse ce truc-là, parce que c'est vraiment quand on le laisse en veille pendant une longue période de temps, eh bien en fin de compte, a priori, visiblement, le compteur de pourcentage ne sait plus où il en est dans ces longues périodes de veille, je sais pas, c'est vraiment bizarre, je comprends pas très bien ce bug. Par contre, comme j'ai dit dans la première partie de la vidéo, il y a pas mal de trucs qui sont sympathiques, comme le système infrarouge pour la télécommande, c'est un truc qui est plutôt pas mal. On voit pas ça souvent sur des téléphones chinois pas chers, et ça fonctionne correctement. Bon, c'est pas le meilleur émetteur infrarouge du monde, mais ça fonctionne correctement. En appel, il fonctionne bien, etc. Par contre, ça aussi c'est un bon point, c'est ce fameux haut-parleur derrière là qui est pas facile à étouffer. On peut vraiment pas étouffer le son comme on veut. Par contre, il est un peu faible, sincèrement, il est un peu faible pour le truc, mais il a au moins l'avantage de ne pas être étouffable trop facilement. L'écran est de très bonne qualité aussi. Vraiment, c'est un écran IPS de chez JDI, ils disent, c'est-à-dire une marque de très bons écrans. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais malgré tout, bon, il a l'air d'être un vrai bon écran. Malheureusement, on va être obligé de revenir aux défauts. Par exemple, vous avez vu ici qu'il y a plein de trous dans mes applications qu'on comprend pas parce que j'ai pas l'habitude de les ranger de cette manière-là. C'est tout simplement parce que, alors il y a une mise à jour, je sais pas si ça a changé ça, mais en tout cas avant la mise à jour et peut-être encore maintenant, eh bien il y a des fois des trucs qui se suppriment tout seul sur le launcher sans qu'on ne veuille rien de spécial, ça se fait tout seul. Enfin bon, c'est franchement des bugs spéciaux. Et en parlant de bugs, il y a plein de jeux qui font cracher complètement le téléphone, exactement comme le League of Legends 1. Sincèrement, le même bug, strictement le
même bug. J'espère qu'une mise à jour permettra d'enlever ce bug-là, mais si c'est comme avec le League Lead 1, on peut toujours attendre. Donc sincèrement, voilà, c'est vraiment des problèmes qui font que je comprends pas, franchement. Je comprends pas pourquoi déjà, avec autant de téléphones qui ont eu ce problème-là, qui continuent à sortir des téléphones avec ce même bug, ça paraît complètement irréel, étant donné que, bon, ils ont corrigé ça sur les autres modèles, pourquoi ils ont pas corrigé ça là? Je sais pas. Alors le tactile à l'arrière, j'ai ouvert le téléphone pour voir comment c'était fait, pour vérifier si le problème du Wi-Fi en fait, ça venait pas d'un problème de contact ou je sais pas quoi. Non, le problème du Wi-Fi, c'est, on sait pas ce que c'est, mais l'antenne fonctionne bien, l'antenne n'est pas cassée, ce genre de truc, donc bon, je sais pas d'où vient le Wi-Fi, mais voilà, j'ai démonté le truc pour vérifier si le Wi-Fi ça venait d'un problème d'antenne, et ça ne vient pas d'un problème d'antenne. Mais ce que j'ai pu voir, du coup, par la même occasion, en ouvrant le truc, c'est ce fameux pavé tactile. Alors c'est pas du tout un pavé tactile en fait, c'est juste un bouton tactile, microscopique à cet endroit-là. Il me semble qu'il y avait un vrai pavé tactile sur certains modèles de Doogee, ils ont voulu nous faire croire qu'il y en avait un dans ce téléphone-là aussi, mais non, c'est juste un bouton tactile, et il est quasiment jamais utilisé, et en plus de ça, il fonctionne une fois sur 25. C'est vraiment, ça fonctionne très très mal. L'une des opérations pour lesquelles il est utilisé, c'est si vous voulez prendre des photos, donc en selfie, on va dire. Donc on va passer l'appareil photo en façade, comme ça, voilà. Et donc ici, vous avez le bouton ici, et si vous appuyez derrière, logiquement, bon, une fois sur 92, non, on va passer dans l'autre sens, je crois que ça marche que si c'est la caméra frontale. Donc voici la caméra frontale, bon, bref. Vous voyez, j'arrive pas à le faire. C'est incroyable, pourtant j'appuie au bon endroit, hein. Je me repère par rapport au flash. Voilà, là ça a marché. Vous voyez, ça fonctionne très mal le truc à l'arrière. Bon, les appareils photo sont pas de mauvaise qualité. Par contre, le flash est sûrement l'un des flashs les plus mauvais que j'ai vu de toute ma vie. C'est juste une blague ce flash. C'est une blague. C'est une vaste escroquerie. Regardez, j'ouvre lampe torche là que j'ai installé parce que ils ont même pas installé d'application lampe torche. Vous voyez que, regardez, aucune différence. Regardez, éteint, allumé. Bon, voilà, éteint, allumé. Est-ce que vous avez vu une différence? Rien. C'est normal, ça n'éclaire pas. C'est bon, ça arrive à éblouir la caméra, je sais pas, enfin l'autofocus en tout cas, pour une raison qui m'échappe. Mais en tout cas, voilà quoi, c'est vraiment, ça éclaire pas. C'est dingue. C'est dingue de mettre un flash comme ça. Même en tant que lampe de poche, on voit même pas ses pieds. C'est monstrueusement nul. Pourquoi alors qu'il y a plein d'autres marques qui arrivent à mettre des traits en gardant des caractéristiques identiques, garder ces caractéristiques identiques, un prix inférieur et avoir un meilleur flash. Je comprends pas du tout. Alors voici une vidéo qui est faite avec la caméra de devant et comme vous le voyez, ça marche plutôt pas mal. C'est vraiment pas du foutage de gueule, hein, cette caméra, hein. Ça fonctionne tout à fait honnêtement. Maintenant, voyons ce que donne la caméra de derrière. Alors voici la caméra de derrière et le flash vient de s'allumer tout seul, alors que je lui avais pas demandé son avis. En tout cas, ça change rien du tout que le flash soit allumé ou non, comme vous pouvez le constater. Et donc voilà la qualité de l'appareil photo arrière. Oh, c'est pas mauvais, on a mieux hein, de nos jours, hein, sur des téléphones un peu moins chers que ça. Mais malgré tout, franchement, c'est tout à fait décent. Par contre, le flash, c'est vraiment de la grosse bouse. D'ailleurs, pour vous montrer la qualité du flash, ceci est la fameuse pile de boîte que j'ai l'habitude de prendre en photo habituellement dans le noir complet avec le flash. Et là, nous sommes en vidéo, certes, mais ça change rien, hein, c'est exactement le même résultat en photo. Comme vous le voyez, on voit absolument rien. On voit un petit quelque chose qui brille là au loin et on voit mon doigt là, mais hop, dès qu'on dépasse 1 mètre, on voit plus rien. Regardez-moi ça. Là, je suis collé à la caméra. Et hop, même pas un demi-mètre, on voit déjà plus ma main. C'est n'importe quoi le flash, hein. C'est vraiment le pire flash que j'ai vu. En tout cas sur un téléphone à plus de 100 €, c'est juste ridicule, quoi. Un autre truc qui m'a étonné, c'est que pour un téléphone avec 1 Go de RAM, il n'y a pas beaucoup de RAM libre disponible pour les applications qui tournent. C'est-à-dire, en gros, il y a sur les 1 Go, habituellement, sur ce genre de téléphone, il peut y avoir 700 MO de libre. Là, il y en a que 350-400. Donc bon, c'est un petit quelque chose en moins. C'est pas un gros problème. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait d'autres téléphones qui arrivaient à faire beaucoup mieux, donc pourquoi pas lui. Sinon, voilà, hein, ce que je peux dire pour terminer sur ce téléphone-là, c'est que, sincèrement, c'est le deuxième smartphone de chez Doogee, ni bon ni mauvais que je teste. Ça a l'air d'être vraiment, chez cette marque, une très grande tradition de mouais, beauf. Et franchement, pour 120 à 130 €, on est en droit d'attendre beaucoup mieux sur tous les points, quoi. S'il était beaucoup moins cher, ça poserait pas de problème. Donc s'il baisse, c'est pas trop grave. Mais à ce prix-là, au prix où il est proposé actuellement, c'est vraiment un très
très mauvais placement par rapport à d'autres téléphones qui arrivent à faire beaucoup mieux. Surtout franchement le coup du flash risible, la stabilité ignoble en jeu, le wifi tout pourri. Franchement juste ces 3 défauts ils suffisent à préférer un autre téléphone qui est carrément moins cher quoi. Donc voilà bon, surtout que à ce même prix on peut avoir certains 6592 qui font beaucoup mieux et voilà qui sont meilleurs sur toute la ligne quoi, sur toutes les catégories. Certes, il ressemble pas à un Xiaomi Mi 4, mais sincèrement, à quoi ça sert de ressembler à un Xiaomi Mi 4 si on n'est même pas capable de faire aussi bien qu'un téléphone à moitié prix presque. Donc, enfin, en tout cas sur le Wi-Fi notamment. Donc, c'est vraiment bizarre. Hein. L'autonomie notamment est très moyenne. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a étonné parce que c'était une batterie interne. Enfin, c'est une batterie interne. Donc, du coup, bon, le téléphone non plus est pas très léger. Hein, mais voilà quoi. Vu qu'il est pas très léger, je m'attendais à une bonne batterie dedans. Mais au final, non. Ce qui le rend lourd, c'est juste qu'il est bourré de métal, mais tout le reste est très cheap, je sais pas, tout le prix est parti dans le métal, et rien est parti dans le reste, donc sincèrement, il en reste juste une copie foireuse de Xiaomi Mi 4, qui vraiment, enfin, j'aurais vraiment aimé que ce téléphone, surtout que le problème, un truc, c'est que Doogee est l'une de ces rares marques qui font des mises à jour OTA pour les téléphones, et bon, enfin pour les téléphones aussi peu chers, donc bon, c'est une bonne chose qu'ils fassent des mises à jour OTA, mais il faudrait bien aussi que ça ne soit pas un prétexte pour, en gros, faire en sorte que le bêta testing soit fait après la vente du téléphone, surtout si c'est comme avec le Ligoo Lead 1, où au final, la mise à jour se fait jamais sur certains modèles, pendant que les autres ont la mise à jour, ceux qui sont construits un peu plus tard, s'il y a une nouvelle révision hardware, enfin, c'est franchement, je suis vraiment très déçu par le niveau de solidité et de qualité de ce téléphone, le niveau de manque de professionnalisme et surtout de comment dire, d'attention aux détails, surtout que c'est pas vraiment des détails quand même, la stabilité en jeu, ce genre de truc, sur ce genre de téléphone, enfin c'est vraiment... Je comprends pas, surtout que il y a plein d'autres téléphones, comme je disais, qui sont à la fois moins chers, etc., parfois même des trucs complètement no-name, qui arrivent à faire mieux que ça. Donc encore une fois, si c'est une contrefaçon, vraiment, c'est que ça va être un téléphone horrible. Et là, on en a la preuve, hein, que même si c'est une marque, voilà quoi, il y a aucun effort qui a été mis dans la création d'un téléphone stable, on va dire, un téléphone utilisable comme il faut, quoi, tout simplement. Donc franchement, je sais pas. Donc on va regarder à quoi ça ressemble avec ce jeu-là qui est très mal optimisé, qui s'appelle Sonic Dash. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai l'habitude d'utiliser pour comparer les 6582 les uns avec les autres pour voir si y en a un qui serait un petit peu mieux optimisé au niveau du firmware qu'un autre. Alors ce jeu, pour parler de lui, a tendance à faire planter une fois sur deux le téléphone au démarrage. Là on a eu un peu de chance. Alors on peut entendre le haut-parleur là que je vais baisser d'ailleurs. Vous voyez à quel point c'est long d'ailleurs des fois quand on clique sur des trucs. Voilà, bon, c'est vraiment un jeu qui est pas terrible. On va voir à quoi ça ressemble au niveau de la fluidité. Alors bon, des fois on a des mauvais jours, des fois on a des bons. Bon, il y a un petit temps de latence à chaque fois qu'on fait un déplacement. Je vais encore baisser le son. Voilà. Donc bon, là on est dans un bon jour, on va dire. Le framerate est pas très élevé, mais il est tout à fait honnête. Bon, bref. En tout cas, voilà, bon, c'est comme je le disais, c'est pas un téléphone qui est horrible, mais franchement, si tu compares à d'autres téléphones à prix identique, c'est vraiment à se demander pourquoi ils ont... Enfin voilà, pourquoi on est autant... Vous les voyez, ces espèces de gros lags qu'il y a avec ce jeu, c'est juste un truc de dingue. Enfin bon, voilà, c'est vraiment un jeu mal foutu, hein, c'est pas vraiment la faute du téléphone. Mais voilà, le truc que je voulais dire, je sais même plus ce que c'était, mais c'était à propos de quoi? Oui, au propos des bugs, etc. Enfin, c'est bizarre d'avoir autant de bugs dans un téléphone comme ça, alors que il suffirait d'avoir un firmware stock pour faire en sorte de pas avoir de bugs sur ce genre de téléphone Mediatek, étant donné que c'est Mediatek eux-mêmes qui s'occupent du firmware, donc il suffirait d'utiliser la version stock du firmware Mediatek, et logiquement il y aurait pas de problème tout simplement. Et bon, ils ont essayé de faire des trucs qui étaient un petit peu au-dessus de leur portée, faut croire. Un truc que c'est que ça? J'ai jamais ouvert ce truc. Ah non, c'était une pub dans Sonic Dash qui s'est ouverte juste après. Ah ouais, Sonic Dash, génial. Il arrive à se rouvrir après qu'on l'ait fermé. C'est génial comme jeu, ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon? Où est-ce que j'en étais? Oui, d'ailleurs, je pensais que ça allait être pour une fois un de ces Doogee avec un vrai firmware stock, parce que comme vous l'avez vu, le launcher est un vrai launcher, vous voyez, qui ressemble vraiment à celui-là d'Android 4.4 stock, quoi. Et d'ailleurs, je trouve ça bizarre, parce que habituellement, ils essayent de faire
une sorte de launcher qui ressemble un petit peu à ce qu'il peut y avoir sur les Xiaomi. Et bizarrement, là, ils font une copie Xiaomi, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un firmware plus ou moins stock. Je comprends pas très bien la logique à ce niveau-là. Enfin, un firmware, je veux dire un launcher plus ou moins stock. Je comprends vraiment pas la logique à ce niveau-là, et en plus de ça, je comprends encore moins la logique quand il s'agit d'avoir les mêmes bugs qu'avec les firmware même plus de bugs, parce qu'il y a plus ces bugs-là dans leur firmware avec le fameux launcher différent des autres. Donc voilà, c'est vraiment bizarre. Ce téléphone, sincèrement, est clairement en dessous de ce que le prix peut laisser penser par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur un téléphone pareil. Et sincèrement, je pense pas que ça s'améliorera avec le temps, quoi. Sincèrement, l'un des seuls trucs qu'il a au-dessus des autres en matière de caractéristiques, c'est 16 Go de ROM, mais il n'a pas la possibilité de pouvoir mettre une carte SD contrairement aux autres, et toutes les autres caractéristiques sont inférieures par rapport à tous les autres téléphones qu'on pourra trouver au même prix, et bon, franchement voilà, c'est très décevant, quoi. Allez, salut à tous, et à la prochaine!